Salut tout le monde, salut tout le monde. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors, est-ce qu'on nous entend bien? On vérifie ça quand même avant de démarrer? Voilà, on devrait Pour l'instant, m'entendre je aussi j'espère normalement. qu'on nous entende. Ok, dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. On vous entend pas, comment ça on vous entend pas? Bien sûr que si. On vous entend bien, c'est Voilà, bon. parfait, super. Bon, alors salut les amis, content de vous retrouver quelques jours après le Fandival. Ça nous manquait déjà de faire des émissions live, comme si on n'avait pas fait assez le week-end dernier. Bon, alors évidemment, la garde de nuit, ils ont déjà fait des lives, hein, mais eux, ils sont absolument imbattables, nos amis de la garde. Donc voilà, nous, on s'est laissé quand même un petit temps de repos. Mais voilà, il se trouve que l'actualité nous rattrape. Et donc, vous l'avez sûrement vu, Brandon Sanderson a annoncé un partenariat avec Apple TV cette semaine. Il faut dire que c'était quand même assez difficile à rater. Déjà parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes des initiés quand même, donc saviez, mais aussi parce que c'est quand même partout dans la presse. Et parfois même aussi n'importe comment. J'ai regardé un peu les titres. Le journal du geek écran large et jusqu'à Télé Loisirs titre des choses du genre Apple va faire son Game of Thrones, Apple veut son Game of Thrones. Bref, quand on sait à quel point les deux œuvres, toutes deux formidables, hein, sont différentes, on rit un peu jaune de ce genre de titre. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc en tout cas, ce soir, on va parler de tout ce qu'on sait sur cette annonce, de ce que prévoit Brandon. On va l'appeler par son petit nom, hein, parce que enfin, moi, personnellement, je passe tellement de temps à le lire que j'ai l'impression de vivre avec lui. Et puis, voilà, on va parler d'Apple TV, de ce qu'on peut en attendre. On va aussi un peu spéculer sur ce qu'on a envie de voir à l'écran, ce qu'on pourrait voir, parce que c'est rigolo. Et sur ce qui nous plairait ou pas. Moi, je vous avoue que personnellement, je suis très très content parce qu'évidemment, j'ai encore cette blessure intime de la fin de la saga La Roue du Temps, de la série La Roue du Temps sur Amazon, Boo Amazon. Et donc là, voilà, j'ai le sentiment de respirer à nouveau. On va avoir notre fantasy qu'on aime qui va revenir à l'écran avec un Brandon qui a l'air de s'impliquer très fortement. Ce soir, je suis accompagné de DS, notre Nae Bliss, qui nous host ce live. Merci beaucoup, DS. De Valère, expert Escosmer, s'il en est, qu'on est bien Bonjour, content merci. de retrouver. Et de Camille, hein, notre présentatrice de JT, dont je viens d'apprendre à l'instant que quand on tape Cosmer sur Google, on voit sa tête en image grâce au JT. Bravo. C'est le début de la célébrité. Camille, que je remercie parce que elle nous a fait un super plan de bataille pour ce live. Et si elle n'avait pas été là, eh ben, ça aurait été le bordel. Donc, merci Camille. Voilà. Grand plaisir. Et puis, je pense on peut tout simplement commencer à peut-être rappeler ce qu'a dit Brandon lui-même. Et d'ailleurs, ben voilà, j'ai fini de parler. Je te passe la parole, Camille. Oui, merci très cher, vous êtes bien aimable. Oui, alors, il y a, je sais plus combien de jours, quelques jours, 3 jours, Brandon avait annoncé sur son Reddit, il avait posté un message pour nous, fans du Cosmer, qui a fait le buzz. Alors moi, je me suis dit, le plus simple, c'est de vous le lire, comme ça, au moins, vous saurez mot pour mot ce qu'a dit Brandon. En mai, je suis allée à Hollywood pour commencer à chercher un nouveau partenaire pour le Cosmer. J'avais déjà fait ça, mais cette fois-ci c'était différent. Je n'étais pas disponible depuis des années, travaillant avec Epic et mes amis là-bas. Autrement dit, c'était la première fois que je retournais à Hollywood avec mes droits sur le Cosmer depuis 2016, je crois. Cette fois-ci, j'ai rencontré les vrais décideurs, pas seulement des producteurs ou des cadres subalternes, et ça a mené à des choix vraiment difficiles. J'ai eu droit à un accueil VIP et j'ai apprécié toutes les personnes que j'ai rencontrées. Le choix d'Apple s'est fait pour 2 raisons. Premièrement, le niveau d'approbation et de contrôle. Apple veut être un véritable partenaire avec moi et ils ont le sentiment de bien comprendre ma vision. Deuxièmement, leur expérience. Apple, enlève-toi tortue anonyme, merci. Apple fait moins de choses, mais avec une qualité supérieure à celle de certains autres studios. Je trouve que pratiquement tout ce que je regarde de leur travail est excellent et témoigne d'une véritable vision créative. Rejoignez-moi pour un live vendredi qu'il n'a pas fait, donc on n'a toujours pas de news à ce sujet, donc ça va venir incessamment sous peu de ce qu'ils nous ont dit. Probablement 18h, c'était faux. J'en reparlerai. Mais je vais me consacrer moi-même à l'écriture du scénario de Mistborn pendant les 5 prochains mois à temps plein.
Mon objectif est une adaptation cinématographique de Mistborn, puis une série Stormlight, Rochard. Je veux m'y investir pleinement et avec soin. Je promets de ne pas me laisser distraire par l'écriture et de négliger les livres. Cependant, si je veux que ce projet soit réussi, je dois m'y consacrer sérieusement dès maintenant. Prometteur. Ça promet, hein. Magnifiquement Qu'est-ce que raconté. vous avez ressenti en lisant ça? Ah, c'était magnifique. Elle a incarné. Ce que j'ai ressenti là, Sanderson. j'ai l'impression d'avoir Claire Chalan à côté de moi, ça fait tout bizarre. Il manque le râleur de police. Voilà. Des frissons, nous dit Gancho. Des frissons, il a ressenti. Ben oui, ça, moi, ça a été une surprise. Je m'y attendais pas aussi vite, quoi. J'avais l'impression que Brandon, il retenait ses droits. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous a... Bah, vas-y d'abord. Valère. Moi, c'était déjà la première chose que j'ai notée, c'est que c'était Apple. Ouais. Et là, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que bon, c'est un peu le sentiment général. J'ai l'impression, c'est que ils font moins de séries, mais alors quand ils les font, ils mettent la qualité et on a l'impression que ils laissent souvent le côté auteur en fait. C'est-à-dire, c'est des séries où on sent que les responsables, les créatifs ont la main, quoi. Il n'y a pas trop de retenue. Voilà. On va voir comment ça va se passer là, mais en tout cas, c'est formidable. Alors, il y a eu un petit rétropédalage parce que les premières news qu'on entendait, on parlait du Cosmere en entier. Oui. Et apparemment, l'équipe de Brandon a communiqué avec Thor, avec Reactor, le site magazine de Thor édition aux États-Unis, pour dire que non, pour l'instant, l'accord, c'est uniquement Fils des Brumes et Rochard. C'est déjà largement suffisant. Hein. Déjà... Il y a déjà de quoi faire, de quoi monter beaucoup de choses. Si j'ai bien compris, du coup, on parle bien donc il parle d'une adaptation cinématographique de Fils des Brumes, puis d'une série Rochard. Donc on peut espérer quoi, un téléfilm sur Apple TV, donc un truc de 2 heures, 2 heures et demie sur Fils des Brumes. Alors attends, tu parles de téléfilm, mais moi j'espère quand même que ce sera une qualité supérieure à celle d'un téléfilm. Non, j'entends le format d'une durée d'un film en fait. Pas un format TV show avec une série et des saisons, tout ça. Par contre, pour Starlight, ça sera un film, hein, ça sera une sortie ciné. Hein, ils vont pas investir il y a ciné, quelque chose. Cinéma, ouais. Oui. Apple a déjà sorti des films. Par exemple, F1, c'est un film Apple qui est sorti au ciné. Et pour une série, il n'y a pas de précision que ce soit une série télé d'acteurs ou d'animation, que je sache. Ça pourrait être une série d'animation, non ? Apple n'a aucune série d'animation au catalogue. Ah bah alors c'est bon, bah déjà ça précise le truc. Mais ça veut pas dire que ça serait pas leur première. Ça mais pourrait, oui. personnellement, j'opterais pas là-dessus. Je pense pas non plus. Ouais, et a priori, ce qu'on a pu voir sur l'éditeur, enfin non pas le producteur qui a été choisi, c'est le seul nom qu'on a, c'est Blue Marble, qui est la boîte de production qui est sélectionnée. Ils font des films, des films en prise de vue réelle. Oui. Alors peut-être avant de reparler d'Apple, on peut peut-être dire les 2-3 autres trucs qu'on a appris. Alors, déjà la petite annonce sur le fait qu'il a commencé l'écriture sur Instagram. Donc il a fait un petit post Instagram magnifique où on voit le petit 2% sur l'écriture du script qu'il a posté le lendemain. Alors ça pourrait faire sourire quand on pense à d'autres auteurs, mais quand on pense Sanderson, vu que c'est une machine à écrire, le gars, c'est assez rassurant parce qu'en général quand il a un planning il s'y tient. Donc c'est rigolo, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'ai mis un truc de Noël, hein, vous voyez, je suis en pull de Noël parce que c'est inespéré. Connaissant Sanderson, j'avais abandonné tout espoir qu'il y ait le moindre adaptation, éventuellement un jeu vidéo et encore. Donc je suis très content. Évidemment, j'ai très peur de ce que ça donne. Mais je suis assez... Mais tu croyais vraiment pas, quoi. Non, parce qu'il a une demande de contrôle absolu et il s'en est jamais caché. Et pour moi, c'est incompatible avec le monde du cinéma et le monde de la série télé d'aujourd'hui.
Bon, manifestement, ils ont réussi à tomber d'accord, donc tant mieux. Mais voilà, pour moi, c'est inespéré, donc je suis très très content. Après, c'est pas un gage de qualité, ça se trouve, il est très mauvais en réalisation et son contrôle va empêcher la série de fonctionner bien, mais ce sera sa vision. Donc il prend le contrôle, il prend du coup aussi la responsabilité de faire un truc bien. Donc on pourra pas dire ouais, ça a été mal adapté parce que l'auteur n'a pas été respecté. Non, ça sera sa série. Voilà. J'ai quand même l'impression qu'une des qualités de Brandon Sanderson, quand il travaille, c'est de savoir s'entourer correctement. Je veux dire, il a quand même une énorme équipe autour de lui, il y a beaucoup de gens. Je crois que tu disais, je crois avoir lu, Valère, que tu parlais de 60 personnes, c'est à peu près ça? 60 personnes, là-dedans, il y a les personnes qui s'occupent de la logistique. C'est-à-dire, il a un entrepôt pour ses expéditions, donc c'est des choses qui demandent beaucoup de petites mains. Mais oui, il a une équipe éditoriale autour de lui d'une quinzaine de personnes, je dirais. C'est quand même quelqu'un qui mène sa barque de manière très très carrée, hyper sérieuse. C'est pas juste un auteur tout seul face à un éditeur. Maintenant, c'est une PME. Donc, je pense quand même que il a les moyens. En plus, on rappellera quand même que Brandon Sanderson, ces dernières années, a levé quelque chose comme, si on fait le total, 59 millions de dollars. Sur ses livres, ouais. Alors, si on cumule la levée de fonds sur l'année Sanderson après le Covid et la levée de fonds sur le jeu de rôle, ça doit faire 42 plus 15, quelque chose comme ça, 47 millions de dollars. Bah, bref, dans ces eaux-là, on a le jeu de rôle, c'est pas pour lui, hein, c'est pour Otherwise, en l'occurrence. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il est capable d'organiser des grosses opérations comme ça. Il est autonome financièrement. T'as raison, effectivement, d'apporter les distinctions, mais je pense que le fait qu'il soit capable comme ça de s'entourer, de mener ce genre d'opération, ça démontre que il va aussi trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Et du coup, il est en position de force par rapport à son adaptation, du coup. Oui, déjà, il est pas tout seul, donc il sera pas tout seul à taper du poing vu qu'il a une équipe avec lui. Et puis il n'a pas besoin d'eux, c'est déjà un auteur à succès, qui n'a pas besoin d'éditeur, qui est capable de s'auto-publier avec Kickstarter, on l'a vu. Donc en termes de moyens de pression, c'est assez limité sur lui quand même. C'est une chose qu'il avait raconté, ça fait longtemps qu'il a des contacts avec Hollywood pour une adaptation, etc. Et ses interlocuteurs, de ce qu'il avait expliqué, ses interlocuteurs étaient très souvent surpris d'avoir en face d'eux quelqu'un qui n'a pas forcément besoin pour avoir un niveau de vie correct, qui n'a pas forcément besoin de faire une adaptation. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là, Hollywood, sont habitués à rencontrer des auteurs qui sont à la dèche, quoi. Parce que y a très peu d'auteurs qui vivent vraiment de leur écriture. Et là, ils sont face à quelqu'un où vraiment, s'il n'y a pas d'adaptation, tant pis, franchement, on se débrouille sans, il n'y a pas de problème. On rappellera quand même... Vas-y. Ce qui veut dire aussi que il faut s'y attendre, éventuellement, j'espère pas, mais il a le poids pour dire stop. C'est-à-dire, si ça lui plaît pas, s'il n'est pas capable d'avoir ce qu'il veut et qu'ils essayent de le forcer, il peut très bien stopper l'adaptation et on n'aura rien du tout. Et il s'en fiche. À quelque part, il s'en fiche. Lui, financièrement, ça lui posera pas de problème. Oui. On rappellera quand même que le Cosmer aujourd'hui, c'est 50 millions de livres vendus. C'est énorme. C'est-à-dire à peu près oui, c'est énorme parce que c'est à peu près la moitié de ce qui a été vendu pour La Roue du Temps ou Le Trône de Fer. C'est-à-dire on atteint un niveau qui place le Cosmer parmi les plus grosses séries de fantasy de l'histoire. Il y en a que 7 qui ont dépassé les 100 millions. Je sais pas combien ont dépassé les 50, mais le Cosmer y est. Ça fait pas beaucoup de sagas. Donc effectivement, il a absolument pas besoin d'argent. C'est pas ça le sujet, quoi. Mais bon. Et toi, Camille, comment t'as ressenti cette annonce? Bon, c'était le matin au réveil, alors je t'avouerais que je n'étais pas encore bien réveillée. Mais non, j'étais contente et assez rassurée parce que je sais qu'on n'aura pas le même problème qu'avec l'adaptation de La Roue du Temps. Comme ça a été dit par Hollywood Reporter, c'est lui qui va écrire, c'est lui qui va produire, c'est lui qui va avoir un droit de regard sur le reste de l'écriture avec les personnes qui travailleront avec lui. Donc il va tout contrôler, donc on va être sûr que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va être quelque chose avec sa patte, quoi. Donc ça va être vraiment le vrai Cosmer. Donc
je me fais pas trop de soucis. J'ai l'impression qu'il est quand même assez ouvert et qu'il arrive à voir les différences entre écrire un livre et retransmettre le tout à l'écran, ce qui est quand même deux choses totalement différentes. Et il a eu une expérience avec La Roue du Temps. Il a pu voir les choses qui sont facilement adaptables, les autres non, comment y remédier. Donc franchement, pour l'instant, je suis assez rassurée, mais comme je comptais en parler un peu plus tard, en fait, pour l'instant, là, on n'est que dans la phase 1, si je puis dire, où en gros, on n'a pas de green light d'Apple TV pour l'instant. Donc ça veut dire que pour l'instant, on est juste un, un début de phase où en gros, il va falloir écrire le script, trouver les personnes qui vont travailler dessus, trouver les acteurs qu'on pourrait caster, proposer derrière un budget pour toute cette production. Et là, derrière, on aura le green light. Et c'est pas encore pour tout de suite. Donc, Ce que tu veux dire, c'est qu'Apple peut encore dire non à ce stade. pas forcément Apple, aussi Brandon Sanderson, s'il n'y a pas d'accord. Toutes ces parties. Les deux parties, en fait, exactement. Donc, faut pas non plus. Mais après, je reste quand même assez optimiste. Faut pas non plus qu'on se dise, waouh, ça y est, c'est fait, on va avoir un film et une série. Non, pour l'instant, il a commencé la première partie qui est de signer un premier accord. Apple TV a les droits pendant 1 à 2 ans, en règle générale c'est ça, et ils ont intérêt à produire quelque chose. Alors pour moi c'est pas forcément sortir la série, mais avoir au moins le script et tout de près, avoir quelque chose. Il doit y avoir des étapes dans le contrat. Si à telle date vous n'avez pas fait telle étape de la production du film ou de la série, les droits sont rendus, quoi. C'est ça. Sauf que pour moi, Brandon Sanderson ne va pas laisser annoncer un truc comme ça dans le vent s'il sait que ça va pas marcher. Donc je reste quand même assez optimiste, comme j'ai dit. Pour moi, ça va se faire. Ça va d'abord commencer par Miss Bourne avec les films. Et le premier sortira et on verra si ça marche. Si ça marche pas, par contre, ça fait un flop. Pour moi, le reste, on oublie. Donc, pour ce qu'on savait du contrat sur La Roue du Temps, effectivement, il y avait ce type d'étape. On se rappelle bien que la veille de la fin de l'échéance, Red Eagle Entertainment avait posté ce lamentable téléfilm sur une chaîne obscure du câble américain à 2h du matin, tout ça pour conserver les droits. Donc effectivement, il y a des enjeux comme ça. Bon, je pense que Brandon s'est blindé, mais je vois dans le chat un certain nombre de remarques des amis. La table virtuelle, Aircap qui nous dit que je vois pas dans quel monde il y aurait jamais eu d'adaptation vu comment Sanderson est un businessman. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et il dit aussi, il va falloir quand même voir, parce qu'un des plus grands auteurs de notre temps, Stephen King, est catastrophique quand il a la main sur ses adaptations. Oui, on n'est pas totalement tiré d'affaire, bien sûr. Hein, c'est que le début. Après, je réponds à Gancho, le ou les films, oui, mais enfin moi je parlais du film parce que c'est le premier qui va lancer les deux autres. Si le premier est flop, t'auras pas les deux autres. Donc je suis sûr qu'il y a 3 films, Miss Bourne. Ouais. Excuse-moi. Moi je suis assez rassuré parce que je vais tirer un parallèle avec une des grosses séries aussi qui a été adaptée récemment, qui est la série de One Piece. Alors, aucun rapport avec Miss Bourne, l'univers Sanderson en général, mais ça reste une série, une adaptation de roman où donc l'auteur de One Piece en fait a eu la main et le contrôle sur l'adaptation et notamment le dernier mot sur chaque scène. Et c'était presque du jamais vu. C'est pour ça que j'ai mis mon pull. Ouais. C'était ça, aucun rapport, c'est une pure coïncidence, mais c'était du jamais vu, on va dire, dans ce style-là, sur une série télé, surtout sur Netflix, qui est encore plus compliqué en termes d'adaptation et qui a tendance à tuer ses séries rapidement. Et ça a été un succès phénoménal. Ça a été la série la plus regardée quand elle est sortie, l'année où elle est sortie, etc. Les saisons suivantes sont en cours et tout. Et on peut aimer ou pas l'adaptation qui a été faite, mais en tout cas, elle est super fidèle à l'esprit du manga. Et pour moi, du coup, ça a donné un bon exemple de voir où quand l'auteur est impliqué vraiment et a un droit de décision quand même sur l'adaptation de son œuvre, ça peut avoir un bon impact. Et du coup, moi, ça m'a donné un bon exemple pour Brandon, pour sa série à lui aussi. Ouais. Donc, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Allez, gardons un peu d'optimisme. Ah ben oui. Je suis très optimiste.
Ce qui est intéressant aussi, à la perspective d'avoir un film Miss Bond, c'est qu'on recommande toujours Fils des Brumes pour les débutants en Sanderson, parce que le premier bouquin, il a une fin propre en soi, quoi. C'est-à-dire que si l'histoire se termine avec une fin cohérente et il n'y a pas de cliffhanger pour aller plus loin, et si ça ne vous a pas plu, c'est bon, on passe le bouquin, et si ça vous a plu, on enchaîne avec les autres, et on découvre à quel point Sanderson s'est foutu de notre tête, avec tout ce qu'il a caché comme mensonge et comme secret dans le tome 1. Donc c'est super d'avoir un film Miss Bond qui pourrait, comme ça, avoir une histoire complète, quoi. Il n'y a pas besoin d'une trilogie en soi. Et ce que tu dis là, Valère, c'est intéressant parce que ça répond. Camille, tu disais dans le chat à l'instant que tu restais dans l'expectative parce qu'il y avait eu l'annulation de la série La Roue du Temps. Oui, c'est vrai, mais justement, la manière dont Brandon a l'air de s'y prendre, c'est d'adapter des morceaux qui se tiennent en soi. Et donc, en fait, il commence un truc, il le fait, il promet rien de plus. On tente un truc sur le film du tome 1 de Miss Bourne et on voit ce que ça donne, et du coup ça peut éviter aussi chaque surprise suivante sera une bonne surprise. Il y aura pas on n'est pas dans un cadre où il peut y avoir l'annulation d'une série interminable tant qu'on s'est pas lancé dans Rochard, quoi. Oui, c'est sûr, mais ton premier Miss Bond peut faire un flop et le Cosmere c'est fini. Oui. Voilà. Ah oui, mais là ce sera autre chose. Oui. Complètement. Malgré tout, je suis d'accord que Miss Bourne, c'est vraiment le meilleur choix pour faire une première adaptation. Parmi tous ces univers, c'est un des plus connus. Comme tu dis, il se suffit à lui-même. C'est une bonne porte d'entrée. C'est extrêmement cinématographique. J'allais dire, ouais. Les pouvoirs, c'est très visuel. Les scènes d'action, on les lit, on les voit dans sa tête. On imagine très facilement. Rochard, par exemple, autant la scène d'introduction avec Seth est parfaite pour être adaptée à l'écran, autant le reste, c'est quand même beaucoup plus lent pour ce tome 1. C'est pas seulement une question de lenteur, c'est aussi une question de ce qu'il y a dans le texte. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu veux adapter à l'écran un Spren, c'est quand même complexe. Ça va demander de réfléchir sérieusement. Et les gens, c'est une forme de magie qui peut-être est compliquée à comprendre pour les gens, le lien, etc., les serments, bon bref. Quand tu veux adapter à l'écran quelqu'un qui boit une petite fiole et qui peut faire de la magie, tout de suite, c'est quand même vachement plus simple à comprendre parce que c'est plus habituel. Oui. C'est un système de magie qui, sur le papier, est un peu plus proche de ce qu'on peut constater ailleurs. Ah mais ça va être, c'est parfait. Hein. Les méchants avec les malurgies et des barres de métal dans la figure, on les voit tout de suite, on comprend que ça va être des gros méchants, ils sont dangereux, etc. Et tout est fait pour que tu comprennes très vite les enjeux et tout ça. Non, c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment un bon choix. Surtout s'ils font comme le prologue de Fils des Brumes où on voit l'attitude d'un noble qui est absolument ignoble, ça va bien poser le cadre, quoi. Ouais. Ce qui est très violent, et l'intro du bouquin est vraiment extrêmement violente, où on passe de cette histoire de noble qui tue les jeunes filles qu'il a violées. Et ensuite, on découvre la vie de Vin qui est forcé de se cacher pour éviter les coups de ses propres camarades de gang, quoi, de rue. Le début est très, très, très sombre, quoi. Moi, personnellement, j'espère vraiment que Miss Bourne et Rochard, ça sera pas de la teen fantasy et que ça sera sombre, un peu comme on a eu avec Les Rejetés dans La Roue du Temps, où c'est quand même un peu plus dark et plus sérieux, parce que je trouve que je m'y retrouve un peu mieux. Enfin, c'est plus intéressant à suivre qu'un truc fait pour les gosses avec des trucs clichés et tout. Enfin bon, connaissant Brandon Sanderson, je pense que ça devrait aller de ce côté-là. J'espère. Oui, on fait attention, effectivement, dans le chat, vous avez raison, à pas spoiler. On essaye pour l'instant de rester quand même dans la surface. Hein. Ce dont tu as parlé, Valère, c'est vraiment le tout début du livre. On parle que des choses qui sont... Mais c'est le début. Voilà, donc on fait, et moi, j'ai vraiment décrit un principe de base de système magique, mais on n'est pas du tout dans les éléments tardifs de l'intrigue. On va effectivement faire attention au spoil ce soir, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de bandeau spoiler. Tu parlais tout à l'heure, Valère, du fait que on avait un nom, hein, Teresa Kang, Blue Marble, mais c'est vraiment effectivement pour la série, on n'a pas de nom, hein, pour Miss Bourne, et pour l'instant, donc on en est vraiment à l'écriture du scénario, rien de plus, aucune autre annonce que ça, quoi. C'est ça, écriture du scénario pour Fils des Brumes et le nom de cette société de production Blue Marble pour la série, sachant que
toute petite information en plus qu'on a sur cette société Blue Marble et sa dirigeante Teresa Kang, c'est qu'ils auraient une expérience de travailler avec des castes asiatiques, avec de recruter des personnalités asiatiques pour les films et leur travail, quoi. Donc ça colle assez bien sur Rochard. Oui. Ouais. Peut-être un petit détour sur Apple TV. On a commencé à en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que fait Apple TV de bien? Qu'est-ce qu'ils font peut-être de mal? Moi, je vous avoue que pour l'instant, je ne suis pas abonné à Apple TV parce que j'ai déjà trop d'autres abonnements, mais je vais bien devoir m'y mettre. Et puis en plus, il paraît qu'il faut absolument regarder Severance. Mais voilà, il y avait The Witcher sur Netflix ou d'autres. Faut que je regarde aussi l'adaptation de Fondation, même s'il paraît que c'est très loin des livres, évidemment. Mais il y avait trop de fantaisie sur les autres chaînes et assez peu finalement sur Apple TV. Voilà. Et donc c'est pour ça que peut-être je n'y étais pas abonné. Alors ceux qui connaissent peut-être pouvaient en dire un mot aussi. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, ils ont fait parler d'eux récemment avec leur dernière série en date qui est Pluribus, qui est incroyable, voilà, qui est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues depuis très longtemps, et qui pourtant est d'une lenteur totale. C'est-à-dire que tu as des plans, il ne se passe rien, et on a des personnages en train de se faire du café pendant 5 minutes. Et j'exagère pas, hein. Et pourtant c'est passionnant à regarder. Parce que le dialogue, parce que les scènes, les prises de vue, tout est extrêmement bien tourné. Et c'est un concept génial, et toute la série, tout ça. Et c'est des séries, effectivement, qui sont vraiment, vraiment différentes de ce qu'on trouve d'habitude. Et je trouve qu'en général, Apple TV, c'est quand même des très bonnes séries en moyenne. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Plutôt d'accord. Moi, j'ai absolument pas regardé les séries science-fiction de chez Apple jusqu'à présent. Donc, j'ai pas vu Fondation, ni Pluribus, ni Silo. Il me semble qu'il y a Silo chez Apple. Oui. On en parlait dans le chat. Là. Mais par contre, je regarde avec joie d'autres séries dans d'autres styles. La série Shrinking, par exemple, qui est très bien. Ted Lasso, c'est incroyable. Et tout ça, ça laisse la part à l'écriture et c'est vraiment très, très, très sympa. Ouais. Et pareil, il y a souvent, c'est des adaptations de livres déjà. Silo, c'est une adaptation de livre. Slow Horses, une série d'espionnage, c'est des adaptations de livres. Et ils savent faire. Fondation, qui est une série excellente, mais il faut pas réfléchir et penser au bouquin. En termes d'adaptation, en termes de respect des bouquins, c'est catastrophique. Je dois le dire. C'est même presque insultant, sur certains aspects. Mais c'est, en termes de respect par rapport à l'œuvre originale, l'auteur, les messages, voilà. Mais en termes d'adaptation, en termes de série elle-même, c'est incroyable, c'est extrêmement bien tourné, c'est super beau, les acteurs sont géniaux, etc. Mais il faudrait juste enlever le titre Fondation, enlever les scènes qui ont rapport avec les bouquins, et quand ils sont sur leur propre contenu qu'ils ont créé pour la série, c'est ce qu'il y a quasiment de ce qui se fait de mieux en science-fiction aujourd'hui. Toutes les scènes avec l'Empire dans Fondation, c'est des scènes qui ne sont pas dans les bouquins du tout. Et c'est du grand cinéma, parce que c'est une série télé, mais c'est de la grande série télé. C'était captivant, c'est génial et tout. C'est juste que par contre, si tu commences à comparer avec les bouquins, tu te rends compte que ça n'a aucun rapport avec les bouquins et c'est vraiment dommage. Mais malgré tout, excellente série que j'ai adoré regarder. Tu as envie de le regarder en tout cas. Ah oui, non, c'est vraiment, vraiment super. Donc ça veut dire qu'on peut quand même estimer que pour l'instant il n'y a pas eu d'énormes plantages, en tout cas comme on peut en connaître sur d'autres plateformes. On peut estimer que c'est plutôt le bon choix parmi l'ensemble des majors du streaming en ligne d'avoir choisi Apple. C'est plutôt un bon choix. Ils sont plus sélectifs de ce que je comprends. Moins de séries produites, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Puis ils travaillent plus sur la qualité, le temps qu'il faut et tout, alors que j'ai l'impression qu'en fait, Prime Video et Netflix, c'est plus, on va dire, des grosses maisons de production qui doivent produire pour business is business, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Moi, après, Apple TV, toutes les séries que vous avez citées, la plupart, je les ai déjà commencées, je les ai pas finies.
Aïe. Je vais m'y remettre, hein, on va voir si j'y arrive un peu mieux, mais ouais, moi je me dis que ma confiance, je la place entièrement en Brandon Sanderson, pas en Apple TV pour l'instant. Deux Ils remarques restent intéressantes. à prouver par eux-mêmes qu'ils sont capables de faire une bonne adaptation. Ils l'ont fait avec d'autres trucs, mais là, ça reste quand même des univers un peu plus durs parce que c'est plus des trucs que tu peux pas adapter réellement. Tout ce qui va être Allomancie, Fulgiflamme, les Spren, comme vous l'avez dit, enfin, c'est plein de trucs où il va falloir avoir beaucoup de budget Beaucoup de VFX, CGI. beaucoup de costumes. Oui, voilà, donc... Il y a aussi des passages qui sont très introspectifs dans Rochard, quoi, où quand tu as un dialogue dans la tête d'un personnage avec son spren, il va falloir rendre ça à l'écran d'une manière pas trop chiante, quoi. Il y a du boulot d'écriture aussi, il y a du boulot de mise en scène. Tu mets un petit peu d'écho, comme s'il parle en télépathie. Le Spren, c'est un petit compagnon CGI kawaii qui se balade à côté de lui. Tu peux toujours... Ah bah oui, pour en fait, moi, ça va coûter très mieux, cher, mais je le visualise vachement bien. Par exemple, tu vois, les décors de Rochard, t'imagines des décors rocailleux avec plein de petites créatures en CGI, des petits crustacés partout qui se baladent pendant que les mecs marchent ou parlent, etc. Des plantes qui se rétractent. Des plantes qui se rétractent, des petits Spren qui volettent dans le ciel avec des formes à la con, etc. Tu imagines ça assez facilement, par contre, ça va coûter super cher. Une ou deux remarques peut-être. Pardon, vas-y. Parce que l'auteur, il en parle tout le temps dans ses bouquins. Il met le décor des Spren présents, etc. tout le temps. Donc c'est pas comme s'il va les ignorer pour la série en disant bon, ça coûte trop cher, on les met pas. Non, ça reste crucial. Bah Deux remarques intéressantes quand même. Merci. Dans le chat, Berg qui dit oui, Apple TV est une plateforme pour adultes, effectivement, c'est pas Netflix ou Prime, et Aircap qui nous dit imaginez le ton de ce stream si ça avait été acheté par Prime. Oui, on aurait été un peu plus négatif, mais c'est clair. Oui, évidemment, on aurait été très très peu. Après, est-ce qu'on est vraiment conscient des séries ou films qui ont été annulés par Apple TV? Parce que voilà, on est tellement focus sur Prime ou Netflix, mais peut-être qu'on a moins entendu parler d'Apple TV. C'est vrai que je n'entends pas trop parler de séries annulées par Apple. Je regarde s'il y en a des... Ils en ont annulé 3 en 2025. Et ils en ont renouvelé 14. D'accord, le rapport est quand même correct. C'est bas. Tu parlais, Cédric, de l'adaptation des petits crabes, des crémignons et tout ça, des machins sur Rochard. En pensant à Fils des Brumes, là, on est quand même sur un univers très sombre au départ, très noir. Oui. Ça va être intéressant de voir une adaptation dans un univers où il fait noir, parce qu'on a souvent quand même des gens qui râlent à la télé, enfin pas noir, mais où les couleurs sont assez ternes. C'est pas un spoiler que de le dire, hein. Au début du roman, c'est tout de suite dit qu'on est dans un monde où il fait pas beau quand même, quoi. Oui. Et donc les gens se disent ah ouais, c'est encore une série où il fait tout noir, on voit rien, etc. Là, il va y avoir un petit enjeu aussi à ce niveau. Ouais, mais c'est contrebalancé par une fois qu'on va passer. Alors, je vais peut-être un peu spoiler. Ça pourra mettre en valeur les effets spéciaux. J'ai un peu spoilé, mais en avançant dans le bouquin, on va passer dans un autre univers. Oui, à l'Utadel, on va découvrir l'autre face de l'Utadel avec les vitraux, etc. J'essaye de pas spoiler. Hein. Oui, ça va. Mais donc, ça va être quelque chose. Là où il y a les vitraux, il se passe un événement particulier. Ça, a priori, ça va être. On va découvrir autre chose, quoi, un autre aspect. Oui. C'est ça, le début du livre, Nope nous dit il tombe de la cendre tout le temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein, donc, bon. Et les gens ont le visage sale, et c'est des travailleurs. Oui, c'est vrai que la plupart des scènes, c'est la nuit quand même, effectivement. Je pense, Berg, qu'effectivement, tu es le seul inculte, mais on fait beaucoup d'efforts pour ne pas te spoiler. Bon, c'est hors contexte. T'inquiète pas, moi je les ai lus, les Miss Band, j'ai lu il y a 10 ans, et là tu parles de trucs et tu me spoil même pas, je sais même plus de quoi tu parles, donc t'inquiète, tout va bien. Et pourtant je me rappelle de pas mal de choses, mais là tu m'as perdu, donc t'inquiète pas. Non, j'ai juste... en fait, après je crains que malheureusement ce soit une série comme toutes les séries et tous les films modernes, ce soit bleu et orange. Il y a que 2 couleurs. Il y aura du orange partout parce qu'il y aura les cendres qui tombent, le ciel sera gris rouge, gris marron, voilà. Et puis la nuit, tout sera bleu avec les lumières oranges pour les lumières de la ville, etc.
Et les plantes sont marron. Bon, j'espère qu'il y aura un peu plus de Les luminosité. plantes sont marron, il n'y a pas de fleurs. Donc t'inquiète pas, il n'y aura pas de vert, pas de rose. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On peut éliminer la moitié du spectre. Ça des va pas être couleurs. Shadesmar, quoi. Ça, ouais, je suis traumatisé par le double orange, ouais, ça c'est clair. Mais en tout cas, ça va pas m'étonner que ce soit comme ça. L'important, c'est que ce soit assez lumineux pour que tu puisses le regarder sans éteindre toute ta lumière chez toi, te mettre dans le noir, fermer les volets, pour espérer voir quelque chose à l'écran. Mais ça, c'est le défaut de. Oui, ça sera au cinéma, c'est un peu plus lumineux au cinéma quand même. Ouais, un peu plus, ouais. Tant que tu mets pas des lunettes 3D, dans ce cas-là, ça redevient sombre, tu vois plus rien. Mais bon, ça sera le problème. Ouais. Bon, donc on a parlé De la 3D, mais imagine là, rien avec ces images, la 3D, la 3D. Tu prends les pièces dans la Ça figure. serait trop bien. Avec Tu prendrais les pièces dans la gueule. en 4D Ouais, avec c'est trop- les pièces dans la figure, un gars qui lance des pièces. Ouais, tu prends un 4DX, comme ça tu les sens en même temps, tu vois. Voilà, comme dans un cinéma dynamique, tu sais, comme au Futuroscope. Oh là là. Pardon pour la On référence peut- de Poitvin. Mais après, imagine, on va avoir des problèmes. On va avoir des ados qui vont se mettre à avaler du cuivre pour avoir des pouvoirs. Ça, c'est un énorme problème, effectivement. Il va bien falloir mettre des avertissements au début du film. Disclaimer. Surtout, n'avalez pas de métal. Alors, dans les bouquins lui-même, c'est expliqué que il faut, si t'as pas consommé tous tes métaux, il vaut mieux se faire Ouais. vomir le soir plutôt que de dormir avec, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Mais oui. Ce film, Ne faites pas ça chez les vous. séquences ont été jouées par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, puis t'as le Mais combo, c'est sachant dans que l'alcool. Hein. Donc, Oui, en plus, oui. Ouais. C'est dilué dans du métal. Et j'ai déjà vu une explication sur l'absence de film Fils des Brumes qui était ça. C'est comment faire passer le truc pour qu'il n'y ait pas les gamins qui essayent de faire ça, quoi, qui multiplient les verres de whisky avec du métal dedans, quoi. Oui, alors après, c'est quand même vraiment prendre les gens pour des débiles, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est une adaptation de fantasy. Si je veux dire, sinon tu tournes pas Black Mirror ou rien, tu fais rien en fait, quoi. Tu vois, je veux dire, ça peut pas être un argument. On fait plus de films sur le trafic de drogue, on fait plus rien. Enfin, tu Ça vois. aurait été adapté par Netflix. Ça m'aurait pas étonné qu'ils changent ça. En disant non, pas des métaux, ils vont avaler des bonbons à la place. Ah non, parce que ça fait trop de drogue. Non, c'est pire, pas de drogue. Sanderson ne l'aurait jamais laissé faire ça. Ils vont manger Exactement. des fruits. je vois que ça. Oui, Raz, d'accord, la bêtise humaine n'a pas de limite, mais justement, à un moment donné, Sanderson, il n'aurait pas choisi, comme vient de le dire Camille, une plateforme de diffusion qui n'est pas capable d'assumer un peu de contenu adulte. D'où on revient à Apple, le fait que c'est bien que ça a été mis sur cette chaîne, sur cette plateforme au contenu un peu plus adulte. De ce point de vue-là, c'est quand même un peu rassurant aussi, quoi. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. On a parlé d'Apple, un peu de comment faire une adaptation. Camille, tu disais que effectivement, pour l'instant, il n'y a qu'une option qui a été mise, donc on verra si ça va aller au bout. Enfin, je vois pas tellement Apple qui vient de décrocher un peu le gros lot en fantasy actuellement se mettre en retrait d'une série qui a vendu 50 millions d'exemplaires. Je pense qu'ils vont essayer quand même que au moins ça aille au bout du premier film de Miss Bourne. Mais alors, où ça nous mène ça? Ça nous mène à quoi? 2028? Non, plus tard. C'était une estimation que j'ai mis comme ça, parce que je crois que c'était, comment il s'appelle mince, le youtubeur Daniel Green, qui estimait pourquoi pas fin 2028, mais bon, il écrit son scénario en 5 mois, il faut l'approbation derrière. D'ici cet été, quoi. Hein? Il écrit son scénario d'ici cet été. Donc après, qu'est-ce que... Minimum. Après, faut, comme j'ai dit, engager tout le monde, que ce soit pas que les acteurs, mais aussi tous ceux qui travaillent sur le set. Après, faut préparer le budget et tout ça. Faut avoir le green light d'Apple TV, savoir à quel moment ils le placent dans leur journal, parce que j'imagine bien que il y a la date de sortie, c'est aussi quand ça les arrange aussi. Enfin, voilà, t'as la post-prod qui va être peut-être énorme aussi derrière. Yes. Je sais pas, après, 2028. Ouais, et puis après,
T'as Rochard, tu sais pas du tout en fait qu'est-ce qu'il a prévu. Est-ce qu'il a prévu d'écrire le script de Mistborn et après d'enchaîner sur Rochard le temps qu'eux ils le lisent et qu'ils ajoutent leurs commentaires et tout ça? Ou alors est-ce qu'il attend d'abord de sortir le premier film Mistborn et après de se pencher sur Rochard? Là on attend son live pour qu'il nous explique un peu tout plus précisément. Alors juste pour rappel, la roue du temps, l'annonce de l'arrivée de Prime dans la roue du temps, ça a été en 2018 et la première saison est sortie en novembre 2021. Donc si on a un rythme à peu près équivalent, considérant qu'on est début 26, on peut quand même espérer quelque chose en 29. Je vois Erkep qui nous dit 2030, moi ça me paraît quand même un peu tardif. Moi j'ai envie d'être optimiste et de dire plutôt 29, mais peut-être même fin 28, parce qu'un film, c'est quand même pas une série, ça dure beaucoup moins longtemps. C'est 1h30, 2 heures, peut-être 3, c'est pas 8 heures comme la saison 1 de La Roue du Temps. Donc c'est moins quand même de travail. Moi, je dirais. Max, moi, je te coupe là parce que je suis désolée, mais vous avez oublié qui écrit ça, c'est Brandon Sanderson. Moi, je vous dis qu'à la fin de l'année, le truc, il est sorti déjà. J'aimerais bien, mais moi, je pense 30 les 12 épisodes suivants. Je suis plus sur 2030. J'aimerais que ce soit avant. C'est long, 4 ans. Oui, mais ça serait possible si c'était déjà approuvé, tu vois, le script. Là, on n'en est pas là, et Sanderson, il va faire suer les producteurs. Ils n'ont pas choisi encore le réalisateur et tout ça, là. Donc, non, on a des infos, enfin, on n'a pas d'infos, mais Brandon avait parlé, quand il parlait de ses adaptations, son rêve, c'était de trouver un réalisateur qui prenne le sujet à bras-le-corps, comme l'a fait Denis Villeneuve pour Dune. Ah ouais. Comme l'a fait Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux. Il va falloir choisir. Et là, ça se trouve pas sous le sabot d'à cheval comme ça. Puis qu'il soit assez talentueux et puis qu'il soit intéressé par la source, le sujet, etc. Tout ça. Moi, je pense que trouver les bonnes personnes et commencer réellement, ça va prendre du temps. Même si le script est écrit, je préfère rester pessimiste et dire 2030 en espérant que ce soit avant, mais j'ai peur que ce soit bâclé si c'est avant. Oui, il vaut mieux avoir des bonnes surprises. Bon. C'est une manière de faire, oui. Parce qu'on espère tous un niveau de Peter Jackson ou Denis Villeneuve, effectivement, pour Dune, oui. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, quoi. C'est ça le problème. Il va trouver qui exactement, et puis il faut trouver les acteurs aussi. Allô Peter, tu fais quoi ces prochaines années? Alors, je suis et Weta Workshop, ils ont quoi sur le planning sur les 4 prochaines années là Parce que pour jouer Seal, trouver une actrice qui joue Seal à la façon d'Andy Serkis qui jouait Gollum. Alors à mon avis, Seal, on sera sur du CGI total, quoi. Bon, je sais pas. Je pense que des fois, elle est expressive. Elle n'est pas tout le temps en forme. Ou alors il nous faut au format Julia Roberts dans Hook, toute petite comme l'a fait Clochette, tu sais. Non, elle sera en image de synthèse, mais le jeu d'acteur sera peut-être la motion capture. Ouais. Ah, je vois que Sophie nous a rattrapé en nous écoutant en x2. Bon. C'est ouais, je sais pas. Moi, j'ai peur qu'ils fassent. Enfin, j'ai peur. Pour Sylphrena, je pense qu'ils vont faire comme l'actrice. Est-ce que vous connaissez Zoé Saldana? Zoé Saldana. Oui. Ah oui. Bon, mais très bien. Qui joue dans Gardien de la Galaxie. Qui est une des actrices les plus connues d'Hollywood, mais on ne connaît pas sa tête parce qu'elle joue dans Gardien de la Galaxie. Et dans Avatar. Elle joue dans Avatar. Elle joue Neytiri dans Avatar. Elle joue comment elle s'appelle dans Gardien de la Galaxie avec la peau verte. Ça y est, j'ai un... Gamora, merci, Gamora. Voilà, elle joue dans des grosses franchises internationales et tout ça, et en fait, elle a toujours finalement, elle est toujours maquillée à fond sur son visage, quoi. Et je pense qu'ils vont faire le même style avec une actrice qui vont maquiller énormément. Et elle fait Nina Simone. Mettre un effet de CGI pour l'animer, etc., qu'elle soit de la bonne taille et tout. Mais je pense qu'ils vont quand même garder une tête humaine et une actrice avec un visage humain quand même. Sanderson a dit qu'il recherchait des profils asiatiques, mais ça c'est plutôt pour Rochard. C'est pour Rochard, oui, c'est pour Rochard. Pas forcément pour Mistborn. Hein. Ouais. Oui. C'est pour Rochard. C'est associé à Blue Marble. Blue Marble, c'est la société qui est associée à Rochard, à la série Rochard.
Oui, deux remarques intéressantes dans le chat. Philly Moon qui nous dit que Seal ou la Dame du Lac de Kaamelott, effectivement, il y a peut-être un truc à rapprocher sur la manière de faire les effets spéciaux. Et puis Clarinette qui nous parle de la musique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme musique un peu épique pour Rochard et pour Mistborn? Pas du tout les mêmes musiques. Pour moi, les univers ont vraiment pas les mêmes couleurs musicales, pas les mêmes couleurs tout court d'ailleurs. Donc, ça va être très intéressant. Je vois quelque chose de peut-être un peu plus moderne et rock pour Mistborn et plus symphonique pour Rochard. Ah oui. Mais je me trompe peut-être, c'est comme ça que je le ressens. Rochard, tu vois un truc grandiloquent, symphonique à fond, militaire, des marches militaires dans tous les sens, avec le côté de la tempête, etc. T'as forcément des trucs avec des trucs vraiment forts, quoi. Donc je vois pas un truc jazzy, par exemple, pour Rochard. Pour Mistborn, tu peux faire pas mal de choses quand même. Mistborn, il y a, je vais être obligé de dire le mot, mais il y a les balles. Donc un bal, ça va être un certain type de musique, on sait déjà. Sofan nous balance un truc dans le chat là, je le lis. Henry Cavill a dit Hôtel, je suis trop vieux pour Kaladin, n'est-ce pas? Sanderson a répondu oui, et il est aussi asiatique, et il a rajouté qu'il pourrait être parfait pour jouer un autre personnage dans le Cosmere, quelqu'un comme Lightsong, Kelsier, Marsh ou encore Waxilium Ladrian. Alors oui, Cavill, il est passé dans la case des plus âgés maintenant, mais t'as vu ça où, Sophie? Moi, j'avais pas vu cette sortie là. Ah, c'est vieux, hein. Ça a 2 ans. C'est ça, pas... c'est récent. C'est une okay. Non, c'est pour ça que tu as beaucoup de fans qui arrêtent de le mentionner sur les réseaux sociaux en disant que Henry Cavill pourrait faire partie du casting de Rochard de Mistborn. Si Sanderson l'a envisagé lui-même en répondant effectivement ce que Sophie nous dit qu'il a répondu, peut s'attendre à ce que Cavill soit de la partie. C'est dingue, il a lu toutes les méga sagas de fantasy. Alors lui, entre Warhammer, le Witcher et tout, il est vraiment, en fait, c'est vraiment un geek, un nerd comme nous, quoi. Oui, c'est vrai. Du coup, est-ce qu'on peut espérer un retour de Daniel Henney dans Rochard, du coup? Très bien. Qui jouait Lan pour Dalinar, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Il est peut-être pas assez grand, je sais pas. Dalinar, il est pas assez costaud, je pense. Dalinar, il faut quelqu'un d'assez corpulent, d'assez plus vieux et plus corpulent. Dalinar, typiquement dans les livres, il est pas si vieux que ça. Hein. Il a une grosse quarantaine. Hein. Il est vieux dans sa tête. Oui. Il est plus voilà. Il y a que 40 balais Dalinar dans les livres. D'accord. Okay. Je le voyais que 10 ans de plus, moi. J'ai pas fait gaffe, peut-être. Je pensais plus. 45, je dirais. Ah oui. C'est sûr. Il a une vie bien remplie. Ouais, 50, voilà. Moi, je le mettais plutôt à 50. 55, il a. Ah ouais. Bon, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. Toutes les 3 secondes. Non, je suis allée checker sur Google, il a 55 ans. Et dans les autres questions qu'on propose, c'est Dalinar est-il alcoolique? Oui. 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 C'est pas un spoiler. Mais alors, pourquoi Marco Distark dit Taravangian Jackie Chan? Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ouais, alors attention. Je cherche de vous. Mais de toute façon, le côté asiatique, c'est plus pour on dit Aleskar, c'est ça? Ouais. Parce que moi je dis Alektar tout le temps en fait. Moi je dis Alektar dans ma tête, je dis pas Alektar. En fait, c'est le TH et avant le K en fait. Et j'ai vu ça genre il y a un mois, tu vois. Et j'ai fait merde, je dis mal depuis des années, je le dis mal. Alors, moi, j'associe aussi dans ma tête les Shinov à un type asiatique, mais c'est parce qu'il y a la Chine dedans, alors que c'est sûrement pas du tout le cas. Alors que probablement pas, en fait, c'est plus Aleskar qui est de type asiatique, et donc du coup, ça collerait pas. Ouais. Et du coup, Taravangian, l'autre, c'est Carbrandt, et ils sont carrément ailleurs, donc ils auront certainement. Ils sont assez proches en fait. C'est proche quand même. Ça se touche presque en fait. C'est tout près. Ouais, c'est vrai. Mais j'imaginais une autre culture totalement différente pour Carbrandt. Pour chaque pays, en fait, j'imagine des cultures vraiment différentes en fait. Mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent quand même tous un petit peu, à part, on va dire, peut-être les Iriel qui sont plus dorés, les Nathan qui sont bleus. Les Azmeri. Oui, tu as raison, Adeline, on a une bonne description de Z quand il arrive, Adeline, t'as raison, mais c'était il y a 10 tomes, j'ai oublié. Il est chauve, il est en blanc. Il a des grands yeux. Il a des yeux ronds.
Et donc, on va travailler là, purée, c'est pas possible. Il y a Laurent Balinarousse là qui balance depuis le chat. C'est pas possible. Hâte de voir les premiers castings, ouais. Mais déjà, de toute façon, là, on saute, on saute des étapes. Déjà, il faudrait faire le casting de Miss Born. Et il y a le personnage le plus important à caster. Malice Hoyd. Qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai que si tu peux passer l'image envoyée par Cosmer, par Igancho. Ouais, bien sûr. Ah oui. Ouais. Attends, excuse-moi Valère, qu'est-ce que tu viens de dire? Malice. Je parlais le personnage le plus important à caster, c'est Malice Hoyd. Il faut qu'il soit. C'est lui qui va faire le trait d'union. Il faut qu'il soit assez jeune pour jouer dans plusieurs séries sur plusieurs années aussi. Hein. Et puis, de toute façon, c'est vieillir, effectivement. Et après, il peut prendre des allures de manière canon, mais il a soit les cheveux blancs, soit les cheveux noirs, par exemple. Ah, bah c'est super ça, c'est vient du jeu de rôle. Oui. Donc là, on a de gauche à droite, c'est ça. Aletti. Les Azish, d'Asie. Aletti, je dis les Aletti parce que les Irial. Les Ardasiens, les Irial, les Carbrantés. Ceux qui écoutent, ceux qui chantent, on a quoi là? Les Nathan, Shinova, ouais. Ouais, à part et encore Shinovar, j'ai l'impression qu'ils étaient plus décrits avec des yeux un peu plus grands, mais à part eux et Nathan, pour moi les autres se ressemblent à le Makabaki aussi. Les Veden sont bien caucasiens aussi quand même. Ouais, les Veden, plus, effectivement. Non, mais ils sont la peau plus pâle, mais ils ont les yeux avec le pli péri, je ne sais plus comment on dit. Intéressant, très intéressant. Est-ce qu'ils vont respecter justement ces looks-là, ou est-ce qu'ils vont partir sur carrément autre chose aussi? On ne sait pas. Ça, c'est un des aspects qui est bien aussi avec l'adaptation du Cosmere, c'est qu'on a déjà une iconographie qui est maîtrisée. Et autant de la même manière que pour le Seigneur des Anneaux, on avait Peter Jackson a su habilement associer John Hove et Alan Lee à tout ce qui est l'aspect graphique des films. Là, on a déjà quelque chose qui va servir de point de départ pour créer l'univers. Et ça peut être bien sympa. Et de la même manière que pour Dune, par exemple, franchement, moi, quand j'ai vu les ornicoptères, je me suis retrouvé 30 ans en arrière en train de lire les bouquins, quoi. C'était génial. Ouais. Aladdin et 7. Non, mais c'est... Ouais, Miss Born, par contre, je vois pas du tout... En fait, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un petit peu moins précis que Rochard, où ça a été vraiment poussé à fond tout l'univers autour? Pour l'imagerie, tu veux dire? Ouais, pour l'imagerie. Oui, et puis les types des personnages. On sait qu'il y a essentiellement, on a les habitants de l'Utadel, et puis on a les Terrisiens qui sont un peu différents, quoi. Les Ska et les Terrisiens, c'est les majoritaires, oui, c'est ça. Non, mais les Ska et les nobles, fondamentalement, ils ont la même apparence. Oui, tout à fait. Mais on n'a pas de précision plus que ça, c'est-à-dire on sait qu'il y en a deux, mais on ne sait pas tellement si les uns sont plutôt typés asiatiques, caucasiens, je crois pas, ou autre chose. Il y a plus de liberté sur le style. Ouais. De toute façon, c'est un monde qui est fondamentalement différent de Rochard, donc il peut faire pas mal de choses avec. Ouais, non, je suis intrigué. Qu'est-ce qu'on sait à propos de Miss Born, qui est quand même une œuvre très très ancienne de Brandon, où de temps en temps il revient sur les aspects qu'il estime qu'il a bien fait et ceux qu'il ferait différemment maintenant avec le recul qu'il a et avec les années qui s'écoulent. On sait déjà qu'il regrette que le cast, le gang de Kelsier soit un peu trop masculin. Oui, ça, il peut décider de changer des choses. Kelsier. Moi, j'ai Kelsier à l'oreille. Pardon, vas-y. Kelsier. Mais t'as raison, Kelsier. Non, je dis Kelsier. Donc, ce qui avait été envisagé, c'est que les personnages de Hammond
Am et Doxon puissent être joués par des femmes dans l'adaptation. Ça va être intéressant parce que je pense qu'il va clairement profiter, comme tu dis, pour améliorer des choses qu'il peut avoir regrettées, vu que c'est c'est sa première vraie œuvre. C'est pas sa première, mais c'est sa première grosse œuvre la plus connue. Ça fait vraiment longtemps qu'il a écrite. Il va pouvoir améliorer des petites choses. Et je me doute aussi s'il y a des changements, ça va être dans la perspective du Cosmere en général. J'espère, j'ai la croyance et j'espère que ce qu'il va faire avec la série avec la série, le film et tout ça, ça sera canon dans le Cosmere. Ça sera pas c'est une réalité comme la Roue du Temps avec la série télé, une réalité parallèle, ça compte pas vraiment, c'est une autre histoire. Je me dis que s'il met des nouvelles scènes ou des petites easter eggs et tout ça, ça sera dans le cadre de ses bouquins suivants et des petits trucs pour nourrir la fanbase, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, on va avoir quelque chose d'absolument inédit, c'est le fait que, pour une fois, il n'y a pas tout un tas de personnes qui vont venir nous embêter, pour le dire poliment, avec oui, l'auteur aurait fait autrement, c'était pas ça dans le livre, c'est pas comme ça que là au moins tu sais genre l'auteur il est là, il va dire on va faire ça comme ça, donc ils vont pas pouvoir nous expliquer à la place de l'auteur ce qu'il aurait voulu faire, c'est déjà pas mal. On a régulièrement des messages sur Internet, des gens qui disent des gens qui expliquent à Margaret Atwood qu'elle a rien compris sur la Servante écarlate, tu sais. Il y en a, hein. Ouais, c'est pas mal. Alors disons que c'est plus facile de leur dire que ce sont des débiles, tu vois. Mais bon. Enfin. Après, mais de l'autre, le penchant, le contrepoint de cet aspect-là, c'est que on ne sait pas ce que ça va donner, Sanderson, avec le Final Cut, comment ça va être. Et il va écrire le script. Alors j'ai vu passer un message, sur Reddit, c'était une réponse à un post qui expliquait que il avait déjà fait un script pour Mistborn il y a une dizaine d'années et que le script était censé être très très mauvais. Bon, j'ai pas plus d'infos que ça. Il a évolué. Je ne sais pas si parmi vous, il y avait qui avait écouté ses commentaires sur la Roue du Temps quand il faisait une lecture commentée pas une lecture, un visionnage commenté de la série. Est-ce que ça vous avait... Oui, il a regardé l'épisode final avec Daniel Green et là justement commenté sur tous ces aspects-là où on n'avait pas pris en compte ses commentaires. Moi, je l'avais vu, en tout cas, sur l'épisode final de la saison 2, où il était là, quoi. Donc, il a fait il a peut-être pas fait toute la saison 2, mais il a fait un petit peu. Ah, j'avais même pas souvenir qu'il l'avait fait sur la saison 3, j'avais oublié. Saison 3, je pense qu'il a pas fait. Hein. De toute façon, il n'a pas été associé. Il vient de parler de l'épisode final. Non, l'épisode final de la saison 2, où il parlait justement de la chaîne d'arrêt et tous ces problèmes-là qu'on n'a pas pris en compte. Ça, je me souviens, c'était il y a déjà 3 ans. Il était inexistant, il a parlé de rien. Oui. Ouais. Saison 3, oui, il a préféré se taire que de faire des critiques. Je pense pas qu'on puisse considérer que sa parole était totalement libre sur cette série. Et donc, je sais pas, je me rappelle plus du contenu de ses commentaires, mais je sais pas. Moi, j'avais trouvé ces commentaires plutôt intéressants parce qu'ils étaient à chaque fois c'est argumenté, quoi, en fait. Et c'était autant sur l'aspect créatif, visuel, il sait faire, mais sur il parlait à chaque fois, il parlait d'histoire, quoi, il parlait de narration dans ses explications, et c'était plutôt intéressant, et donc je disais c'était constructif. Donc après on va voir, hein, c'est sûr. Il a le Final Cut. On va voir, c'est un risque peut-être, et puis on verra bien comment ça se passait. Vous me donnez envie de revoir, je lis les commentaires dans le chat, là vous me donnez envie de revoir ce commentaire du dernier épisode de la saison 2 par Brandon Sanderson. Ouais, tu peux aller sur la chaîne de Daniel Green, il avait regardé au cinéma, un jour de home cinéma avec Brandon Sanderson et le gars qui gère Dusty Wheel aussi. Ouais, Matt Hatch. Ouais, c'est ça. Ça m'était sorti de l'esprit, effectivement, tout ce qu'il a pu dire, mais là qu'on en parle... Effectivement, je commence à me rappeler des trucs, je vais le revoir. Mais au moins, il n'a pas sa langue dans sa poche, effectivement, du coup. Oui. Si ça a signé son arrêt de collaboration avec Amazon.
Mais après, voilà, on est rassuré parce que c'est lui qui a vraiment une gestion la plus totale, plus que Martin ou Rowling, ça c'est sûr. Mais après, moi, c'est plus le genre où j'espère que ça va pas flopper parce qu'on a quand même eu plein de séries qui ont été annulées. Il n'y a pas que Wheel of Time, il y avait eu Shadow and Bones, il y avait Curse sur Netflix. Ouais. On a des séries qui sont pas forcément à la hauteur aussi dans ce registre-là. Witcher. Donc au final, moi The Seeker. voilà, on peut faire une liste très longue là-dessus, mais voilà, moi en fait je m'inquiète plus sur ce côté-là, c'est le retour de l'audience, quoi. Est-ce qu'il va avoir un assez large public pour réussir et poursuivre derrière? Moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait que va y avoir un public qui lit déjà du Sanderson. Quand tu es capable comme ça de vendre 50 millions d'exemplaires et de faire de telles levées de fonds, il y a des gens pour te suivre. Est-ce que le public va accepter ce que Sanderson va proposer? Ça, c'est une autre histoire, mais quand même, Sanderson va l'expliquer. Jusqu'ici, il a réussi à conserver quand même de très bonnes relations avec son public. J'ose espérer que cette fois-ci, ce sera différent. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais bon. Après, comme on est sur un film pour commencer, c'est même s'il n'y a pas de suite, au moins on a eu un film. Oui. Et il y a une fin. C'est vrai qu'on commence à être un peu jaloux des autres de Fandival, là, parce que ils ont tous une actualité, au cinéma ou à la télé, là, il y a quelque chose qui va se passer. Déjà ça, mais après tu vois, ça serait cool de pouvoir, quand tu sais l'ampleur qu'a le Cosmer dans les différents mondes et tout, que tu verrais ça en adaptation, ça serait l'équivalent du MCU. Enfin, ça serait génial qu'on puisse pouvoir voir ça à l'écran et en plus porté par l'auteur lui-même. Ouais. Puis après, ce serait dommage que ça floppe au départ. On pourrait varier les manières de faire. Par exemple, Tress, Tress, je le vois bien en film. Yumi, en façon animée, ça serait formidable. Oui, mais il ne pourra pas avoir le même niveau de contrôle pour adapter tout le reste. Ou alors ça va prendre 15 ans, 20 ans. Enfin, c'est pas... Ouais, Tress, c'est intéressant parce que quand on a fait, on parlait du Fandival à l'instant, quand on a fait l'émission sur la représentation de la magie et des univers, j'ai mis une image de Tress avec le bateau dans la plaine de Sport là, et ça a beaucoup interpellé ceux qui n'avaient pas lu, en se disant, qui disaient c'est une très belle esthétique, c'est très étrange à voir. C'est très visuel, oui. Et donc ça peut plaire aussi beaucoup. Mais bon, pour l'instant, Tress n'est pas du tout dans l'affaire. Hein. Il y a pas c'est pas mentionné dans les contrats ni rien. Donc. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit DS, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un équivalent du MCU, mais derrière, il faut qu'il nous finisse Rochard, il faut qu'il nous finisse encore ses autres airs de Miss Bourne, il faut qu'il nous fasse ceci, il faut qu'il nous fasse cela. Et on a une trentaine de livres à écrire. Le gars, il a quand même 45 ballets ou plus. Donc à un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Quoi. Il a parlé récemment, Brandon, de son plan d'écriture. Pour la suite, il a dit en gros qu'il était arrivé à peu près au point où on en est aujourd'hui à 50% du Cosmer. Il a mis 20 ans à le faire et il pense que il vise à peu près le début de de ses 70 ans. De sa décennie 70 pour terminer. Si le plan se déroule exactement comme il l'anticipe, il pourrait même terminer un peu avant, c'est-à-dire la fin de sa soixantaine. Donc en gros, dans une vingtaine d'années, encore une vingtaine d'années pour terminer. Il a mis une vingtaine d'années pour arriver là où il en est, d'où le fait qu'il soit à peu près à 50%. Eh ben putain. Oui, pardon, il est plus près de la cinquantaine. Enfin, en gros, il a 30, 50, 50, 70, quoi, c'est ça? T'es en train de me dire que là, vous trois, là, vous pourrez pas assister à la fin, mais moi, oui. Mais j'ai son âge. Donc, a priori, s'il le finit, moi, je le vois aussi. Il est plus vieux que nous, donc ça devrait aller. On va tenir. Moi, j'ai One Piece à terminer, je dois tenir aussi, de toute façon, donc... Et lui, il aura fini dans 50 ans aussi, donc il faut... Ouais. Mais c'est gentil de nous rappeler à nos vieux os, Camille. Merci beaucoup. Ça fait pas plaisir. Mais non, je pense que il est hyper organisé comme gars. Il écrit vite.
Et je pense qu'on aura tout le Cosmer d'ici 20 ans, plus d'autres trucs imprévus. Voilà. Ouais, il faut qu'il arrête avec ces secret projects là. Qui me finisse Rochard, purée. Oh là là. Il y a Doc qui nous dit c'est un tournage du JT. C'est plus fort que moi, désolé. Ça tend la perche, j'ai saisi. Les Mais gars. oui, par contre, c'est vrai qu'on pourrait être de mauvaise foi, ou plutôt être plus radicaux et dire, oui, effectivement, qu'il arrête avec ses projets à la con, il doit écrire la suite de Rochard, on doit déjà attendre facile 10 ans pour avoir le bouquin suivant, et ça va encore prendre du temps. Et là, il a déjà dit qu'il entrait dans une période de petite pause sur les sorties. Là, il y a 2-3 ans devant nous où il se calme. Hein. Il ment. C'est annoncé avant l'annonce Apple. Il allait essayer de ne pas avancer sur les bouquins. Il allait essayer de se concentrer sur le scénario. Donc c'est quand même l'écriture de ces livres, c'est quelque chose de vital. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui fait partie de lui à un point qu'on n'imagine pas. Ouais. Il parlait d'ailleurs de la manière dont il organisait son temps, etc. Et il disait justement qu'il avait passé ces dernières années beaucoup trop de temps à participer à des événements, qu'il voulait revenir à quelque chose où il écrivait plus. Ça, c'était il y a quelques années qu'il disait ça. Je suppose qu'il a réussi, vu tout ce qu'il a dit. C'est la justification des projets secrets, justement. Du fait qu'il était confiné à la maison, il a eu le temps d'écrire et il a récupéré 35% de son temps d'écriture. Oui, d'où les 4 bouquins. Ouais. Non, moi j'ai confiance en Brandon. En fait, c'est un auteur d'une efficacité tellement redoutable qu'à moins qu'il soit pris d'un coup d'un espèce de syndrome de la page blanche où il n'arrive plus à écrire, je crois pas qu'il soit du genre à se faire dépasser par... Moi, c'est pas ça, c'est les maladies, enfin les imprévus, les accidents, tu sais pas ce qui peut arriver. Ça, c'est autre chose. On a connu Robert Jordan. Ouais, et là, il y a personne qui pourra reprendre le travail de Brandon Sanderson, je pense. Parce que c'est pas forcément vrai. Il travaille déjà avec quelqu'un sur Sky. Oui, mais ça, c'est autre chose. Là, le gars, il a dans sa tête Rochard, mais qui n'a pas encore écrit. Et franchement, pour que quelqu'un reprenne l'ère 2 de Rochard, c'est un truc monumental, quoi. Bon, alors, il a pas l'air malade. Et à mon avis, il a laissé beaucoup de notes et tout ça. Donc, on verra. Hein, mais un peu d'optimisme. Il a déjà tout écrit. Aujourd'hui, et il se repose de déjà nos jours, à 50 ans, on n'est pas mort. Hein. Ouais, moi, l'optimisme, il est mort avec la série La Roue du Temps. Donc voilà, moi, j'attends rien, comme ça, je suis pas déçu. Oh non. On m'a enlevé ma raison de vivre. Non. Non, mais là, Amazon, ça va pas. Vous nous avez mis Claire Chalan en PLS, quoi. Oui, c'est vrai. Et merde. Non, il faut garder espoir. C'est positif. Là, il y a quelques jours, on n'avait pas de news de la moindre série, on n'y pensait pas. Ah ouais, franchement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on va pouvoir... La première chose que je me suis dit, vous savez ce que c'est ? La vérité, je me suis dit, on va pouvoir refaire des lives en commentant plein de trucs entre nous. C'est vrai. C'est ça que je me suis dit. Ouais. Donc, ouais, ça m'a rendu beaucoup, Est-ce que vous avez beaucoup de bonheur. Est-ce que vous avez des... en train d'anticiper la file d'attente au cinéma, là. Ouais. Est-ce que vous avez des idées de casting pour Vin déjà dans le chat? Casting pour Vin. Il faut forcément, vu son âge, ça va être quelqu'un de pas connu. Hein, alors moi j'avais beaucoup aimé ah oui, t'as raison, ouais. J'avais beaucoup aimé Cara Delevingne dans la série avec une série. Moi, je vois un film plutôt. Non, oui, il y a le film Valérian et Laureline, c'est ça, Valérian et Laureline, mais il y a aussi, elle est dans la série avec Carnival Row. Ouais, c'est vrai, oui. Je l'avais, merci le chat, merci Camille, Carnival Row. Donc je la verrais bien en mais peut-être que je me trompe complètement. Moi, je veux des gens pas connus. Comme dit, il me semble, Clarinette, je suis d'accord avec elle. Sur La Roue du Temps, c'était très bien. On avait que Rosamund Pike qui était un peu connue. Mais du reste, c'est cool aussi de découvrir des nouvelles têtes et de pas avoir quelqu'un où, par exemple, Henry Cavill, tu vas avoir forcément soit Superman, soit la série
Alors déjà, on peut peut-être estimer, au vu de ce qu'a dit tout à l'heure Cédric sur le fait que il avait lui-même, Brandon, des choses à dire sur la manière dont il avait écrit il y a 20 ans Mistborn et qu'il aurait fait un gang un peu plus féminin, que certains personnages vont être féminisés. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'aimerais avoir des nouvelles têtes plutôt que des gros acteurs déjà qui vont demander plus de budget et qui, en plus de ça, vont être associés à une autre œuvre spécifiquement et où tu auras du mal à détacher. Souvent, c'est ça, quoi. Oui. Donc, moi, je trouve que les acteurs qui ont joué Egwene, Nynaeve ont été sans sas et c'était génial de les découvrir aussi, quoi. Non, bien sûr, t'as raison. Non, mais la question, c'était qui vous voyez dans le casting. Donc forcément, ceux qu'on voit, c'est des gens connus dans notre tête, parce que ceux qu'on connaît pas, par définition, on peut pas les... Mais oui, des gens non pas connus, ça me va très bien, ouais. Son avis. Oui, t'as raison, Adeline, on a eu des acteurs incroyables sur la roue du temps, c'est clair. Et puis ça nous paraît tout bizarre de les revoir dans notre contexte. Par exemple, quand je l'ai vu rentrer dans un film de voiture, ça m'a fait tout drôle. Ouais, je suis allée la voir aussi. Et il joue un peu le gars qui était envie de foutre des baffes, là. Oui, en plus, il avait un sale rôle, Ouais. personnage insupportable. C'était marrant. Mais oui, après, comme dit Romain, il faut quand même, je pense, quelqu'un en tête d'affiche pour porter un peu la popularité de ce qui va arriver, quoi. Donc, Clarinette parle de Daphne Keane en Vine. Ouais, pourquoi pas, c'est pas une... Daphne Keane. Alors, elle a un petit côté, si tu changes la couleur de cheveux, elle a un petit côté Scarlett Johansson. oui. C'est peut-être juste moi. C'est ça qui joue dans His Dark Materials. Ah oui, c'est ça. Ah oui, elle est encore assez jeune pour... Ouais. Oui, Ouais, c'est pas mal. je vois ce que tu veux dire. Attends, j'essaie de récupérer une image. Bon, j'ai récupéré Google honteusement. Hein. Non, c'est pas du tout la bonne... Oui, Gancho, l'acteur qui joue Jaime Lannister, pourrait peut-être faire un Montkelsière. D'ailleurs, cet acteur-là, c'était le compagnon d'une actrice dans la série La Roue du Temps. Elle jouait une Aiel, sa femme. Elle jouait... Bert, c'est ça, merci. Et on parle de Kelsière, là, ou Kelsier, pardon, mais si il était féminisé, justement. Non, mais non, il sera pas féminisé. Ah, quel chien. Non. Bah, après, franchement, moi, je suis pas fan de cet acteur-là pour jouer Kelsier. Il faut quelqu'un qui soit assez fourbe, assez... Enfin, qui ait un peu de tchatch et tout. Et cet acteur-là, moi, je le vois pas du tout faire ça. Hein. Alors, vous avez été trop vite pour moi. Ça y est. Vous avez parlé d'un acteur pour Kelsier, j'ai pas suivi. Non, laisse tomber. Donc ça, c'est l'actrice imaginée par Clarinette pour Vine. Oui, bah, ça collerait. Ouais. Daphne Keane. Là, comme ça, physiquement, ça colle bien, mais après, ouais. On parle d'une série qui va arriver enfin d'un film qui va arriver dans 3 ans, donc il faut déjà prendre quelqu'un qui est pas connu. Hein. Là. Oui, elle est déjà trop connue, tu veux dire? Non, mais c'est qu'elle est trop âgée. Ouais. Elle a 21 ans. Ah. Elle a 21 ans, ça va. Hein. 24 ans, ça va. 21. Ah oui, 24 ans. Non, je veux dire, si on part dans 3 ans, si on part du principe que ça sortira... L'actrice Daria Stark, comment s'appelle-t-elle déjà? Elle s'appelle... Maisie Williams, bien joué, Berg. Maisie Williams, tout à fait. Maisie. Non, Maggie, c'est Maggie McGonagall. C'est Maggie... comment ça s'appelle? Non, je suis pas fan de l'actrice pour ce rôle-là. Je préférais éviter de prendre Maggie Smith qui joue Maggie Game of McGonagall. Thrones. Ouais, pareil. Parce que tu vois, si on a Pedro Pascal qui joue Kelsier, ça va être... je préfère éviter quand même. Pedro Pascal en Kelsier, et comment s'appelle l'actrice de Last of Us, là? Ouais, mais ça matche pas trop, je trouve. Non, ça matche pas. Ouais, non, puis Pedro Pascal, ça va, c'est bon. Il est sympa, on l'aime bien, mais... Après, Pedro Pascal, il a dépassé sa condition d'acteur de Game of Thrones pour être maintenant Pedro Pascal. Ouais. Partout où il va, c'est Pedro Pascal dans un film, quoi. Oui, c'est ça. Il a fait qu'une saison de Game of Thrones, donc... Sauf quand il fait... un sacré impact, quand même. Oui, il fait le Mandalorian. Là, c'est plus Pedro Pascal en live song. Tu rigoles. Dans Mandalorian, justement, comme c'est Pedro Pascal, il lui enlève son casque régulièrement pour qu'on voit bien que c'est Pedro Pascal.
qu'on n'oublie Alors, pas. qu'en fait, c'était pas lui, hein, mais bon. Mais bon. Mais non, oui, je vous rejoins sur l'idée de prendre des acteurs pas connus, ouais. Plutôt jeunes, du coup, surtout pour Miss Bourne, ouais, plutôt jeune. Pas connu, sauf limite Malice, enfin, du coup, Oïd, du coup, Je suis il d'accord. s'appellera. Un acteur connu. J'allais le dire. Un acteur connu et avec un air un peu, voilà, qui te cherche à fond. Ça Tu marcherait mettrais, bien. toi, un acteur connu pour quelqu'un qui serait... Qui serait Quand je récurrent, dis ouais. récurrent... Ouais, parce que pour son dans- côté où il dépasse le quatrième voilà. mur un peu, tu vois. Ah, Ouais, ça mais passe à Tom Hiddleston. Ah, j'aime beaucoup. bien imaginé. Ouais. Ouais, Hiddleston pour Malice. c'est impossible, mais j'aimerais bien, ça me fait marrer. Ou David Tennant. Quelle idée, David Tennant. Bien joué, il est Goncho. trop âgé, mais ouais. Ouais, j'avoue, David. Comment ça... Ouais. David Tennant. Ouais, Tom Hiddleston, viens de le voir dans Life of Chuck, il est super, quoi. Ouais. Je vois pas Loki, là. Et impeccable. Ouais. Et du coup, tu paierais un gros cachet à un acteur Un pour easter qu'il egg. fasse 2 minutes dans chaque... Ça, c'est déjà vu, ouais, mais ouais, non, t'as raison. Et Matt Smith. Puisqu'on parle des acteurs qui ont fait le Docteur. Matt Smith, ça serait pas génial en Malice? Ah oui. Ouais, ça marcherait. Ouais, ça marcherait. Non, ça le Matt fonctionnerait. Smith, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'acteur qui interprète Doctor Who juste après David Tennant et juste avant Peter Capaldi. Et il est assez Il a jeune aussi- pour jouer le truc. Il a aussi joué dans House of the Dragon, hein, Damon. C'est vrai. Oui, tout à fait. C'est Damon dans House of the Dragon, tout à fait. Bien, bon rappel. Ah ouais, ça serait. Non, c'est trop. Non, trop connu. Trop connu, mais pour un personnage qui fait quelques interventions sans être extrêmement présent tout le temps. Dans Rochard, il est quand même bien présent. Mais le problème, c'est que moi, je pense pas qu'on prendrait des acteurs connus d'autres sagas de fantasy, genre Game of Thrones et tout, parce que c'est dans le même registre et que tu vas obligatoirement te repenser au personnage qui est Alors, interprété. Ça peut être à des une acteurs connus, mais rien à voir avec la fantasy. Hein. Ouais, alors à une époque, ils faisaient passer les acteurs d'une série à une autre. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Stargate SG1 Bien sûr. a quand même accueilli beaucoup d'acteurs d'une excellente série dont le nom m'échappe. Mais Farscape. j'avais adoré de Farscape. Une des plus grandes séries de science-fiction de tous les temps. Exactement. Tout le monde l'a regardé. Farscape. Et même, ils avaient récupéré Parker Lewis de la série Parker Lewis. Mais là, c'est trop vieux. Là, il y a que les plus de 40 ans qui peuvent s'en rappeler. Alors Farscape c'est formidable, mais sinon, vous pouvez aussi regarder Babylon 5 si vous êtes vraiment très vieux. Ouais. Non, Farscape c'est mieux. Babylon 5 c'était super, Babylon 5 c'est génial, mais Farscape c'est fandard. C'est trop bien. Ça. Bon, bref. On s'éloigne du sujet. Parker Lewis, c'est pareil, t'en as perdu quelques-uns là. Parker Lewis, ouais, là on a perdu du monde, mais. Les vieux, on se ressent sur le sujet là. On est en train de se faire rappeler à l'ordre. Des acteurs de WOR, Worlds of Radiance je comprends pas. Qu'on va voir dans le Cosmere. Ou alors c'est autre chose? C'est quoi WOR, Marco? Wheel of Time. Wheel of Time, oui. Bah, Lan, à part Lan. Lan, je reverrai bien, ouais. Et les autres, dans le Cosmere, ouais, dans Miss Bourne déjà. On les verrait en tant que personnages de l'Ordre du Temps, ça serait compliqué quand même de les voir autrement. Ouais, moi je vois bien l'actrice qui joue Alana en Avani. Là. Alana? Non. Ouais. Bah, elle est trop typée indienne pour moi pour pouvoir interpréter Navani. Ou alors que les Alétis doivent être faut qu'elle joue indiens. totalement différemment. Ah bah c'est sûr, elle va pas se faire transpercer de flèches en permanence pour le coup. Ouais, Je pensais plutôt aux pommes, tu vois, mais bon, tout de suite. Les flèches. Et par contre, moi j'ai adoré l'interprétation de Sophie Okonedo, là, qui interprétait Sion Sanché. Oui. Je la verrais bien, qui était aussi dans votre série, là, Doctor Who, donc je la verrais bien. Votre série, là, Doctor Who. Ça mépris. Attention, tu vas mettre des gens en PLS dans le chat. Doctor Who, c'est formidable. En fait, faut regarder. L'actrice d'Elada, c'était dans... Shoré Asgalou, ouais. Ouais. Je vois aucun rôle pour elle. Comme ça. Non. Un rôle majeur, je parle. Je vois pas là, j'ai pas de visuel. C'est non, il faut changer totalement, ouais.
Rue du 9. Navani, Clarinette, en fait, elle aura le même problème que Shorek Deschlou, elle aura le même problème qu'Alana, c'est qu'elle est pas typée Asie de l'Est. Et donc, en fait, si on reste dans cet aspect-là, ça fonctionne pas. Après, ils peuvent prendre aussi des libertés, hein, ce qui serait pas du tout choquant. Hein. Enfin, franchement, en fait, ça va dépendre de la manière dont Sanderson lui-même, puisqu'il a mis l'ensemble, ou en tout cas une large palette d'origines ethniques possibles dans ces peuples sur Rochard. Est-ce qu'il va respecter cette palette et du coup inclure tout le monde, voilà, ou est-ce qu'il va essayer de faire un truc un peu plus immédiatement inclusif, puisqu'on voit quand même beaucoup d'Alessi, et faire un mélange chez les Alessi. Il faut voir ce que va faire Sanderson là-dessus, et comment il va jouer ça, vu la sensibilité du sujet actuellement. C'est sûr que ça peut avoir un impact. Donc, après, le pont 4, il y a un petit melting pot quand même. Exactement ce que j'allais dire. Oui, tout à fait. Mais ils viennent de différents endroits. Donc pour moi, tous ceux qui vont être à Leti, ils doivent avoir, on va dire, les mêmes origines culturelles. Oui, je suis assez d'accord avec toi, surtout si on peut faire œuvre de diversité dans le pont 4. Ouais, exactement. Tu peux faire la diversité de partout dans Rochard, vu que tu as plein de cultures différentes. Mais au sein d'un même pays, pour moi, tu peux pas. Peut-être qu'il le fera, j'en sais rien. Et ne voyez pas des propos racistes en ce que je vais dire. Mais celle qui jouait Alana peut pas interpréter une Aleti quand tu regardes s'il se fie à ce qu'il écrit dans ses livres, et avoir un Dalinar comme celui qui jouait Lan, par exemple. Enfin, S'il se fait au livre, tout à fait. S'il respecte ça, tout à fait, ça c'est parfaitement vrai, parce qu'on a des descriptions très claires de ce point de vue-là dans Rochard, ce qu'il n'y a pas dans Mistborn, et ce qu'il n'y avait pas non plus dans La Roue du Temps. Bon, ça va coûter cher, hein. Ils vont acheter des tonnes de lentilles, hein, parce qu'il faut que tous les nobles ils aient tous les yeux clairs. Sans exception, donc ça va être... ouais, ça va être intéressant. J'avais pas pensé au coup du pont 4 qui est super diversifié justement, avec des gens de tous les horizons dans le pont 4. Moi, en fait, je l'avais pas dans ma tête vraiment genre clair. Genre pour moi, t'avais les yeux bleus, c'était bon, mais parce que ça n'existe pas bleu, enfin bleu ultra foncé. C'est Moi, bleu clair, ouais. Normalement, c'est pas que bleu, parce qu'en fait, il y a des gens qui disent ils ont les yeux marron clair ou vert clair ou violet clair. Il n'y a pas de couleur de. Enfin, c'est pas exactement comme on a nous, quoi. C'est vraiment de toutes les couleurs, mais clair ou foncé. Ok. Ouais, bah on verra bien. Mais c'est vrai que ça va être. Le plus important, c'est probablement la division entre les clarissimes et les autres. Donc ça, les lentilles, c'est intéressant ce que tu dis, Cédric. Ouais. Ça va être. Après, on espère que ça fera pas un effet un petit peu comme Daenerys. Non, Daenerys n'a pas mis de lentilles, justement. Qu'est-ce que je raconte ? Non, on n'en a pas. Ah, c'était dommage. Je crois que j'avais regretté ça. Ah non, c'était à l'inverse. C'était dans The Witcher, où Yennefer avait des lentilles violettes super vénères. Là où Daenerys n'en avait pas du tout. Je sais pas pourquoi je me mets à partir sur le concept des lentilles. En fait, c'est pas très important. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? En fait, on parle beaucoup de Rochard, mais pas beaucoup de Fils des Brumes au final. Mais c'est parce que sur Fils des Brumes, en plus, là, tu parlais des acteurs. Sur Fils des Brumes, on a moins d'éléments descriptifs sur les différences entre les peuples. Alors, ouais. Les Terrisiens, là, comment vous les voyez, vous ? On a des images on peut regarder une image ou deux de ça ? Je vais regarder si je trouve. C'est quoi le terme en anglais des Terrisiens ? Mistborn, c'est Terrisman. C'est Terrisman, merci. Je regarde si je trouve. Le Fils des Brumes 1, c'est ce que j'ai lu quasiment en premier c'est même ce que j'ai lu en premier de Sanderson, et c'est tellement loin qu'il y a des éléments que j'oublie sûrement. Ah, c'est pas évident. Je sais pas. J'essaie de trouver un artwork plus ou moins officiel quand même. Mais j'ai que ça. On n'a pas encore le jeu de rôle Mistborn pour le coup. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que vient là comme c'était mentionné tout à l'heure qu'il y aurait un jeu de rôle. Et c'est Sazed, ça. Objectif est écrire Tynduil correctement pour avoir une illustration. quand tu tapes Terrisman sur Google, tu tombes sur une illustration de Sagat dans Street Fighter. Pas mal, ouais. Bon, bref.
Ouais, il y a quand même quelques illustrations. Il y en a une belle, là. Terrisman Outfits. Tu tapes Terrisman sur Pinterest, là. Attends, je te l'envoie. Ok, je l'ai trouvé, ouais. Je l'ai récupéré. Bien vu. Là, tu vois bien à la fois les styles vestimentaires et la manière dont ils n'ont pas de cheveux. Ça va très faire moine. Moine chauve, avatar un peu. Ils sont censés avoir le visage élancé, mais c'est peut-être dû à la stérilisation forcée qu'ils ont subie. Ouais, je pense que ça sera pas. Non. Alors ça, c'est aussi un truc intéressant que tu mentionnes, Valère, c'est que dans le cosmer en général, il y a des choses extrêmement dures en termes de traitement. Eugénisme. Non, mais puis même généralement en termes de traitement des populations. Je veux dire, le ponquet, c'est de la torture. L'eugénisme dont tu viens de parler et la stérilisation, les divisions extrêmement fortes entre les nobles et les skas à l'Utadel. En fait, effectivement, quand tu vois les éléments de base du lore, c'est clair que c'est pas un truc enfantin. On est quand même sur des choses violentes, un peu dures, qui nous font penser, par exemple, à ce qui peut se passer chez les Sanshan dans la Roue du Temps, chez les Shoushan, avec les Daman et les Suldam. Donc, ça aussi, ça va être un petit enjeu d'adapter à l'écran. Est-ce que ça va être cette fantaisie sombre de ce point de vue-là? Ce serait intéressant. Les Sincaniens. Mais non, les Shonchaniens. Ah non, il a bien écrit. Comme Sean Paul, quoi. Ah, sympa. Merci Adeline pour les images Du bal. de cosplay du bal. Merci, ouais, exactement, ouais, du bal. Je vais essayer de relinker quelques visuels pour que vous voyez. Ce qui n'est pas simple quand on n'a pas Instagram de connecter, mais on va récupérer ça. Ah oui, et on peut dire que comme Brandon était présent, il a validé ces images du bal. Ouais. C'est lui qui a casté, hein. C'est ça. Ouais, du coup, on a un visuel de Hélène Devine en dessous, là. Non? L'image juste à côté, juste après, à gauche, c'est celle de Brandon lui-même, d'ailleurs. Si tu changes d'image. En train de danser, là, avec... Oui, très bien. Non, c'est juste... Je récupère, mais je dois faire ça une par une, donc c'est un peu plus... Ah oui. C'est un peu plus long, malheureusement, et puis, voilà, ça ne se met pas à jour. Oui, mon screenshot, je ne sais pas. Il a disparu, il est dans le... Hélène, c'est Chalamet. Voilà. Ouais, mais tu vois, Chalamet, c'est pareil, quoi. On le voit partout, quoi. C'est comme... Non, Chalamet, non, merci, c'est bon. C'est comme Zendaya, oui, effectivement, oui. Ah ben voilà. Il danse avec son... Vin en Zendaya et puis Timothée Chalamet en Hélène, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Là, il est avec son épouse, là. Qui est d'ailleurs la PDG de sa boîte. Hein. Tout à fait. C'est aussi un des aspects, ok, il a une grosse boîte, jusqu'à présent, il arrive à bien s'en sortir, mais essentiellement, ça reste une structure extrêmement familiale. Et donc, il a ses proches collaborateurs, ses amis qui l'ont suivi et qui sont partis de la boîte. Et quand tu regardes les noms des gens dans Dragon Steel, ces gens-là ont aussi ramené leurs conjoints. Oui. Donc, après, on sait qu'il s'est professionnalisé un peu et que l'exemple que je prends toujours en parlant de Dragon Steel, c'est qu'il a Caltier et Malice, donc forcément. Je sais pas du tout. Il a recruté un DRH, quoi. C'est très certainement le premier auteur qui a eu besoin de recruter un DRH pour gérer sa société. Donc, est-ce qu'il va pouvoir savoir faire face à Hollywood, quoi, et à Apple, et au niveau légal, je pense, super photo. Ouais, du coup, ça donne une idée un petit peu plus du style vestimentaire, du look auquel on peut s'attendre. Alors, évidemment, beaucoup mieux, mais quand même. Donc, c'est marrant, on est au premier plan. En mode, Europe des robes européennes de bal du 19e siècle ou du 18e siècle, quoi.
Vas-y, Valère, excuse-moi. Donc je pense que la dame au premier plan en mauve, ça serait Shan et l'Ariel, la rivale, un peu. Et on voit Deska derrière, les travailleurs en blouse grise, là, ça serait Deska. Je pense, oui, ça a l'air d'être le cas. J'essaie de voir s'il y a d'autres visuels où on les voit évoluer, mais j'en vois pas. Non, c'est des gens qui se battent pour une scène d'action avec Vin. Donc je pense pas que ce soit des Ska. Je ne sais pas. C'est pas des membres du gang de Kelsier? Ouais, je sais pas, peut-être. Ils ont peut-être fait une interruption. Difficile à dire là comme ça. Scab. Pour le bal de cette année, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu un casting de fait pour tous les personnages. Par contre, le personnage de Dalinar, c'est Brandon qui se promenait, ou alors il était au restaurant à Salt Lake City, et il croise une personne, et il se retourne, il fait attendez, est-ce que vous savez faire l'acteur? Est-ce que vous savez jouer un petit peu? Et c'est comme ça, c'est lui qui a casté Dalinar dans la rue. Ah bon, c'est pas mal ça. Et on a une image de ça? Oui, bien sûr. On a carrément une vidéo du bal. Attends, j'ai tapé Dalinar casting et là c'est une catastrophe. Tout le monde met Dave Bautista en. Ah non, c'est pas possible. En Dalinar. Bah, pour le côté bourrin, ouais, ça passe, mais ça collerait pas du tout. Non, ça collerait pas. Ouais. Mais ouais. Non, puis je vous passe les The Rock, on va éviter. Si t'as une image du cast de Sanderson pour son bal de Dalinar, ça m'intéresse. Attends, je tape Dalinar casting, le premier truc sur lequel je tombe, c'est je propose Pedro Pascal pour le rôle de Dalinar. Non mais ça suffit. Non mais c'est pas possible. Ken Watanabe. Ah ouais, Ken Watanabe, ouais, ça marcherait. Attends, je vous trouve un visuel pour Ken Watanabe. Tu peux passer une vidéo ou pas Non, je peux pas. Il faut que je me prépare le truc là. Je peux pas passer une vidéo facilement. Ok. Mais il est trop connu. Mais ça fonctionnerait pas mal. Nob Kelly, Pedro Pascal dans le rôle de Dalinar, Kaladin, Adeline. Cosmer FR qui nous trouve. Ah, merci. Merci Cosmer FR. Et donc ça c'est Dalinar du coup. Oui, bah il est à la bonne couleur, donc oui c'est lui. Par contre il est pas du tout asiatique. Non, c'est pas dans le sens. Non, c'est pas lui. Attends. Parce que j'essaie de retrouver le. Attends, je me trompe de. En tout cas, c'est au bal et il a une veste militaire qui correspond. Ok, c'est lui. Voilà, lui. Voilà, c'est ça. Ouais. Navani et Dalinar. Quoique, ouais. Je sais pas. Ah ouais. J'espère que ça sera pas aussi bleu dans la série télé, dans le film. Un bleu un peu plus sombre, hein, un peu plus foncé. Voilà, c'est du cosplay, hein, ça se voit, mais ça cache la tête. Désolé Camille. Tiens, t'as raison. Hop, je nous cache nous à la place, tu vois, regarde. Mais pas toi. Ouais, tout à l'heure, je suis allée en dessous. Regardez. Et du coup, ça c'est Navani, du coup, à droite. Oui. Ouais, pas mal. Ouais. Puis si tu fais des filles, il y a peut-être d'autres. Je sais pas ce qu'il y a d'autres sur le. Du coup, je pense. On parlait des effets spéciaux pour Rochard, mais même entre Rochard et pour Mistborn, les scènes d'action, ça va être un enfer à tourner. En fait, qu'ils volent dans tous les sens, à travers la ville, en se lançant. C'est un peu comme si. En fait, ça risque d'être aussi compliqué que s'ils voulaient faire un live action d'Attack of the Titan, tu vois. Ouais. Ça vole comme ça, c'est chaud, quoi. Bah, ils ont réussi à tourner Spider-Man, ça va être l'inverse. Hein. Mais là, t'as dit Spider-Man. Ça pousse au bout de tirer, quoi. Oui. Ouais. Ça va être. Et pour pouvoir suivre l'action et tout, ouais, ça va être un sacré challenge. Hein. Oui, je le.
en le disant, Adeline, je me disais, il me semblait avoir lu un truc là-dessus. Et donc, ils l'ont fait. Ils ont fait un live action d'Attack on the Titan, de l'attaque des Titans. Oh là là. Bon, bah, j'espère que ce sera mieux sur Mistborn. C'est pourri. Ah, c'est pourri parce qu'ils ont massacré le scénar. Ce n'est pas ce qui En me fait fait- le plus peur. Oui, non. Il y a aussi autre chose dans la manière dont... Cédric, tu parlais tout à l'heure du fait que Mistborn, c'était cinématographique dans son pouvoir. En fait, c'est aussi cinématographique dans la manière dont c'est écrit, je trouve. C'est hyper efficace. C'est un page turner, bam, bam, bam. Enfin, et en plus, c'est un univers, comment dire, par rapport à Rochard, c'est un univers au départ qui est plus simple. Ah oui, tout à fait. Les éléments de base sont quand même plus... Oui, et puis tu suis de très peu de points de vue, c'est beaucoup plus limité géographiquement et dans le temps, contrairement à Rochard où tu vas sauter. Quasiment une unité de lieu. Ouais. Une fois que tu as réalisé la capitale, bon... Oui, tu peux te limiter assez facilement au nombre de scènes, au nombre de lieux à tourner, quoi. Oui, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Cédric, tu peux remettre la photo d'Alina. Je viens de remarquer un détail qui était sympa. Ouais. Regardez ce qu'il a dans la main. Il a la voix des rois dans la main. C'est la voix des rois, ouais, tout à fait, ouais. C'est excellent. Ouais. C'est vraiment la photo méta, quoi. Et puis ils se sont fichés avec les glyphes et tout sur les drapeaux. Ouais, ça, ouais. sympa. La décoration. Ah ouais. Ah, ça promet d'être bien. Maintenant, le truc, c'est qu'on attend du coup le prochain live de Sanderson, qui a été annulé, ce que m'a dit Camille. Elle nous a dit Camille. Peut-être que du coup, il a changé d'avis. Le prochain live, bon, en fait... Mais c'est intéressant, pourquoi il aurait annulé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Je pense que Apple a fait dring mollo sur la com. Ouais. Non, je suis retournée sur son live et il expliquait que je pense qu'ils sont peut-être un peu overbookés en ce moment et du coup ils préfèrent peut-être prendre plus de temps à un autre moment, j'en sais rien. Mais en tout cas ils avaient dit qu'ils revenaient assez vite avec une nouvelle date, donc ça paraît bizarre d'annoncer un truc. Ça peut arriver les contretemps. On peut spéculer. Oui, ça se trouve, il est malade, et on est en hiver, il a le nez qui coule, quoi. Tout est possible. Non, il peut pas être malade, Il doit écrire. Il faut pas s'arrêter. Enchaînez-le. Le problème, c'est qu'on n'a même pas besoin de l'enchaîner, en fait. Il écrit naturellement, quoi. Il écrit tout ça. Oui, voilà. Non, mais je pense que faut qu'on attende son prochain live parce que il y a moyen qu'on ait des nouvelles infos inédites qui pourraient être intéressantes et du coup nous en refaire un live. Mais voilà, je pense qu'on est passé à peu près sur à peu près tout ce qu'on pouvait dire à ce sujet, quoi. Je crois effectivement que pour ce soir on a dit l'essentiel parce que sans que lui s'exprime plus qu'un simple post sur Facebook, voilà. Finalement, on est quand même. On espérait avoir un peu plus à avoir sur le temps pour participer. Oui. Après, on est capable, je veux dire, on a déjà fait des lives de 3 heures sur des teasers qui durent 2 minutes. On peut bien faire... Ça fait déjà 1h45 qu'on parle de tout ça. Donc effectivement, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Mais de toute façon, on va se retrouver rapidement parce que je pense que maintenant que la machine est lancée, les fans vont rapidement attendre aussi d'avoir à manger. Et il le sait, Sanderson. Donc il va nous donner à manger régulièrement. On aura... un teasing aussi dans les annonces et dans la manière dont tout ça va venir. Là, pour moi, très clairement, on en est au moment où, en 2018, Amazon annonce travailler avec Sony pour faire la roue du temps. Là, on est à ce moment-là, c'est le départ. Voilà, tout est possible. La suite au prochain live. C'est ça. Quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? Non? Je crois qu'il est temps de dire bonne nuit à tout le monde. Ça marche. Bonsoir. C'était un plaisir de passer cette soirée en votre compagnie, les amis. Merci à tous. Vraiment. Et puis, on se retrouve bientôt, la suite au prochain épisode. Bonne soirée à tous. Salut. Salut. Bye bye.